Très heureux de vous retrouver jusqu'à 21h dans ces vraies voix du foot avec ce quatuor qu'on adore avoir avec nous. C'est un peu la défense de la France 98 Euro 2000. Oui, un peu les Beatles aussi, comme vous voulez. Vous êtes plutôt qui t'es plutôt qui John, Ringo Non, Paul. pas Ringo, mais John et Paul. Comme je suis Beatles et Stones, comme je suis Paris et OM. C'est bien. Ouais. On l'appelle l'homme du compromis. C'est la grande nouvelle, Guy Carlier est binaire. Comme disait Coluche, compromis, chose due. Exactement. Vous l'avez reconnu, c'est Guy Carlier. Il est là aussi, vous avez entendu sa voix. Salut Emmanuel Galasso. Salut Philippe, bonsoir à tous. On l'a bien évidemment avec un superbe sweatshirt des Girondins de Bordeaux. Fêter la victoire de Bordeaux, va-t-il dit oui, là ça se fête quand même. Victoire contre le Saint-Privé Saint-Hilaire, 2 buts à 1, un doublé d'Andy Carroll. Et moi dans les Beatles, je pense que je serais de Sailly. Fort. Très les fort. Beatles de Sailly, j'ai pas compris. C'est de l'absurde, les amis. Oui. Ah, c'est de l'absurde, d'accord. Non, mais c'est pas grave, j'ai tenté. Vous n'étiez pas attentif. Je suis ton avocat, Mac, je suis là. Beaucoup, effectivement, et Quentin Fredon, qui, comme il était bordelais, sera Lisa Rassou, qui était arrière-gauche et qui a joué au Girondins. Franchement, ça me va très bien. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Lisa, c'est bien. Ouais. Ah oui, Lisa, c'est très bien. Au menu de ces vraies voix du foot, on va commencer par parler des matchs de ce soir en Ligue des Champions. Et Dieu sait s'il y a des grands clubs, Arsenal, Real Madrid et Bayern Munich, Inter Milan. On continuera avec 2 modules sur le PSG Aston Villa de demain soir qui fait déjà saliver les supporters du PSG et tous les supporters du foot français. Et on conclura avec Bastien Aubert du But Football Club pour cette fin de saison totalement dingue où il y a j'avais le quota, très peu d'équipes j'ai le classement, excusez-moi, c'est bon, où il y a 6 équipes pour en 5 points pour accrocher la Ligue des Champions. Ça m'apprendra à inverser mes papiers et il n'y a pas à dire, on ne sait vraiment pas qui va se qualifier, on va voir ça en détail. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on écoute ton édito, Guy, un édito, je crois, british. Et oui, évidemment. Je n'avais pas oublié Aston Villa. Aston Villa, c'est bizarre, c'est un club qui m'a jamais fait rêver. Je sais bien qu'ils ont été un des rares clubs anglais à gagner ce qu'on appelait la Coupe d'Europe, la Coupe de Champions League maintenant. Ils ont battu le Bayern même en finale hein, et pourtant la seule chose qui me faisait rêver quand j'étais jeune dans Aston Villa, c'était le nom de ce club. Et les Anglais ont le chic pour donner des noms romantiques, désuets, ou qui font rêver. Et Aston Villa, ça me fait penser, vous savez, il y a une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle « Comme une nouvelle pour dame » de Somerset Maugham. Oui. Eh bien, Aston Villa, on dirait le titre d'une nouvelle de Somerset Maugham. On imagine le club dans un manoir victorien, les joueurs vêtus de costumes en lin froissé, des chemises ouvertes sur des torses allés qui arrivent à l'entraînement en Sunbeam ou en Morris des années 30, puis après qui vont boire des gin tonic dans des vérandas ombragées, au mobilier, en rotin. Et ça sera moins chiant à la fin. Vous allez voir, il y a un gag à la fin. Très bien, non mais c'est pas chiant, c'est très bien. Je voudrais un peu de littérature quand même. À Aston Villa, les crépuscules sont lents et les sourires sont lourds. Il règne une ambiance de résignation, de solitude, de regard évité. Ça sent les malles en cuir et les livres cornés de Kipling. C'est pareil pour Crystal Palace. Quand une équipe s'appelle Crystal Palace, comment ne pas rêver à une équipe jouant dans un stade féerique, avec des chandeliers en guise de projecteurs, avec des joueurs qui porteraient des smokings en guise de maillot. Même Nottingham Forest, la forêt de Nottingham, le repère de Robin des Bois. Dans les années 80, vous vous souvenez de la grande époque de Nottingham Forest, 79-80. Brian Clough, l'entraîneur magique, qui était une sorte de Robin des Bois, justement, qui détroussait dans la forêt de Nottingham les millionnaires de Sherwood, les millionnaires de Liverpool, de Manchester, et les donner à ces pauvres Norwich. Queen's Park Rangers aussi, c'est un nom qui fait rêver. Ça évoque un régiment de la reine qui part au combat au son des cornemuses. Moi, je jouais à Argenteuil. Pour tout vous dire, le nom de mon club se la racontait un peu moins, parce que ça s'appelait le Club Olympique Municipal d'Argenteuil, le Coma. Alors évidemment, ça a moins de gueule que Crystal Palace, le Coma.
Mais c'est ça qui est bien avec le foot. Que tu joues à Queen's Park Rangers ou au Comas, ça dit la même chose. La sueur, les terrains, le bruit des crampons sur le carrelage, des vestiaires. Quand tu vas vers la pelouse, le bruit du ballon qui claque dans les filets. Enfin bon, bref. Pour finir, pour en revenir à notre émission d'aujourd'hui et à cette semaine, on a tendance à l'oublier, mais cette semaine, il y aura une double confrontation franco-anglaise, puisque évidemment il y a PSG Villa demain, mais on a tendance à l'oublier, il y a jeudi un Lyon-Manchester, et Lyon-Manchester, là c'est United, mais ça me rappelle un Lyon-Manchester City avec un, comment dirais-je, un souvenir inoubliable. C'est Nabil Fekir qui raconte à un journaliste anglais son but, puisqu'il il avait permis à Lyon de gagner à City 2-1. On écoute notre ami Nabil Fekir. I recoup the ball and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. Voilà, c'est tout ça. Avec Memphis qui lui fait une passe décisive, c'était une Memphis de paye. C'est dommage, ça partait. Bon, on vous laisse récup the émission. Non mais alors, je me suis fait une remarque en préparant l'émission, Guy. Les clubs anglais ont gagné 5 saisons de suite la Coupe des Champions. De 77 à 82, c'est que des clubs anglais. 77, 78 Liverpool, 79, 80 Nottingham Forest, 81 Liverpool, 82 Aston Villa. Et dans ma mémoire, je ne me souviens d'aucun joueur d'Aston Villa, alors que je peux citer pratiquement toute l'équipe des autres. Pas vous ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Ça n'a pas marqué le titre d'Aston Villa quelque part. Ça a marqué les supporters de Villa, on peut l'imaginer, mais moi j'ai non, mais c'est vrai que l'équipe ne fait pas partie des plus prestigieuses. C'est ça. Je pense à l'équipe de Leeds, notamment des années 80-90. Ça a été une équipe plus marquante et il en reste plus quelque chose dans les pages de l'histoire du foot anglais, voire européen, parce que tout le monde s'y intéressait, que cette équipe de Villa 82. Oui, championne d'Europe. Allez, on va passer. Bravo Guy, toujours pour cette. En plus, c'est très culturel. On apprend les noms des clubs. On va parler des chocs de ce soir et ça se passe en Angleterre d'ailleurs. C'est un ancien club d'usine d'armement. Arsenal, absolument, c'était un club d'usine d'armement. Arsenal qui reçoit le Real. Est-ce que ce choc te paraît déséquilibré, Emmanuel, entre 14 titres de champion d'Europe et une finale perdue pour Arsenal? Écoute, c'est intéressant, c'est une bonne question, Philippe. Les deux sont deuxième de Première Ligue, deuxième de Liga. Je pense que ça va être compliqué. Le match à l'Emirates va être compliqué pour le Real, même s'il y a pas mal d'absents. Pour les blessés, un petit point sur les blessés. Calafiori, Gabriel Havertz, Jesus et Tomiyasu et Sterling suspendu côté Arsenal. Pour les blessés côté Real, Mendy, Militao, Lunin, Carvajal et Tchouaméni suspendus. Donc il y a quand même des absents importants des deux côtés. Je pense que Ancelotti a appris à tabler avec ses absents. Alors on demandera l'avis à Maxime qui est un suiveur assidu d'Arsenal, mais pour moi sur la double confrontation, le Real devrait passer à l'expérience, et parce que aussi pour moi en talent pur, il y a beaucoup plus d'armes côté, sans mauvais jeu de mots, avec les Gunners, côté merengue que côté Gunners. Mais je pense que l'aller à l'Emirates va pas être simple pour le Real. Mais attention, parce qu'on en avait parlé déjà lors des tours précédents avec le Real, c'est sans doute quand il n'a pas le ballon, qu'il laisse la possession à l'adversaire, que le Real est le plus dangereux. Donc voilà, là je vais faire mon Suisse, mais il n'est pas à exclure que le Real fasse un coup dès l'Emirates. Mais sincèrement, ça peut paraître paradoxal parce qu'il n'y a pas un monde entre ces deux équipes. Mais je n'imagine pas Arsenal éliminer le Real. Guy? Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que ce qui se passe avec le Real, vous vous souvenez, avant on disait le foot se joue à 11 et c'est les Allemands qui gagnent à la fin. Là, c'est la même chose pour le Real. Ouais. Je ne vois pas cette équipe faire de bons matchs, vraiment avoir un fond de jeu. Vous avez quatre mecs, 4 stars qui se démerdent, qui par un exploit individuel arrivent à faire la différence, et il faut que derrière la défense tienne. Et voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. Et d'ailleurs, le Real a perdu 2-1 à Valence. Et donc, je dirais que pour le foot, moi je préférerais qu'Arsenal batte. Alors, Arsenal, ils ont un atout que tu as omis, c'est le retour de Saka. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que Saka, il met le feu sur le côté. Et si l'attaquant ne vient pas aider son arrière latéral au Real, c'est l'enfer pour le Real. Ça, c'est sûr.
C'est un vrai. plus. C'était un peu tristounet, Arsenal ces derniers temps, etc. Faut pas oublier qu'ils ont eu beaucoup de blessés et les blessés importants. Oui. Les blessés importants. Et là, le premier qui revient, c'est Saka. Et je pense que ça va changer la donne sur les 2 matchs. Maxime veut réagir. Alors oui, je suis, comme l'a dit Emmanuel, Arsenal tout au long de la saison. C'est le plus français des clubs anglais en plus, oui, depuis le passage d'Arsène Wenger. C'est vrai. Mais moi, je vois bien un coup d'Arsenal à la 2006, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, qui perdent en finale contre le Barça. Oui, mais ils éliminent le Real en demi, il me semble, donc sur la double confrontation. Avec un grand pont de Thierry Henry. Exactement. Magnifique. Exactement. Et là, sur les forces en présence, je vois la composition des équipes qui est sortie, évidemment. Ma seule peur, ça va être derrière la défense centrale avec Kior qui pour moi est très juste, et l'absence de Gabriel va être compliquée à gérer, surtout avec les attaques d'Mbappé, Vinicius qui vont arriver comme des flèches. Ça va être très dur à gérer. Je pense qu'il va vite être débordé. Mais devant le retour de Saka est vraiment très bénéfique, et ensuite la flèche Martinelli, ça va être incroyable. Et le meneur de jeu Odegaard, qui est un ancien du Real d'ailleurs, va avoir à cœur de qualifier Arsenal, je pense. Exactement, et il est bonifié par l'arrivée de Saka, c'est-à-dire que là, il est puissance, il est au carré dès qu'il joue avec Saka. Il y a une entente entre les deux. Oui, non, mais j'ai vu jouer quelquefois les deux ensemble. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Arsenal, en première ligue, c'est plié. Ils n'ont plus que ça à jouer. Ils ont 11 points de retard sur ce week-end, Arsenal a fait un partout contre Everton, mais c'était des baby gunners qui ont joué. Tout le monde était au frigo ce week-end pour être prêt pour ce soir. Et le Real a fait tourner à Valence aussi. Ils ont perdu 2 à Valence, mais c'était une équipe très remaniée côté Real. Valence qui est à la cave, qui est dernier de la Ligue. Non, ils sont sortis de la zone. Ils sont sortis de la zone, ils sont pas bien. Ils ont eu un début de saison très compliqué, mais là ça va mieux. Mais là ça remonte, exactement. Question, pronostic pour ce soir. Sur ce qu'on a dit, pour être logique, moi je vois une victoire 1-0 de... Seulement un but ? Ouais. C'est déjà pas mal. Non, mais moi je pense qu'il va y avoir plus de buts dans un match comme ça. Oui, ça peut être un 0 des deux côtés. Pardon ? La défense du Real, c'est pas la sécurité sociale. Rudiger. Mais non, mais bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Moi, je vois un 2 partout. 2 partout. Autant dire que j'espère un partout, mais à voir. Je pense ou alors une courte défaite d'Arsenal. Si je ne me trompe pas, Arsenal est invaincu depuis 2 ans en Ligue des Champions à domicile, donc je dirais 2 partout. Moi je mettrais 3-2 pour Arsenal. Il n'y aura pas grand chose. Un but d'écart, mais moi je pense qu'il y aura des buts, parce que quand on a Vinicius et Mbappé d'un côté, je pense qu'ils vont avoir des trous, parce que les Anglais ne sont pas les meilleurs défenseurs et qu'ils vont mettre des buts. Et il y a aussi également 2 anciens champions d'Europe. Quand même le meilleur gardien du monde. Oui. Prono qui n'est pas Martinez. Qui n'est pas Martinez. On va en parler dans quelques instants. Prono pour Bayern-Inter de ce soir. Guy. Prono Bayern 1-0. Bayern 1-0. Bayern décimé. Neuer, Coman, Davis ou Upamecano, Musiala. L'Inter est au complet. Je mets l'Inter favori pour cette double confrontation, et qui peut même aller. Pour moi, ça peut être l'équipe qui fait tomber le Barça si on se projette un peu. Je vois l'Inter gagner 1-0 ce soir à Munich. Maxime. Moi, je mets l'Inter 2-0. Le Bayern ne va pas bien. 2-0 également pour moi, pour l'Inter. Moi, je mets 2-0 également pour l'Inter du côté de la Bavière. Allez, dans quelques instants, on va reparler duel franco-britannique PSG Aston Villa. Ça sera demain soir au Parc des Princes, et on va dire beaucoup de choses dessus. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. On se retrouve dans les vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon, et on va parler de PSG Aston Villa, le choc de demain soir au Parc des Princes. Nous sommes avec Laurent, supporter du PSG. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors on va faire un tour de table. Guy, est-ce que pour toi le PSG est quand même le grand favori du match de demain soir ? Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Vous vous souvenez, je vous ai fait j'ai fait une esquisse délicate du cas Beraldo la semaine dernière. Qui risque d'être titulaire demain soir. Qui va l'être probablement, puisque Marquinhos est suspendu. Oui. Même si Hernandez. Même si voilà. Alors là, ça c'est le problème. Puis même Marquinhos, de toute façon, moi je considère que c'est plutôt un demi-défensif depuis longtemps. Mais le problème, ça va être Beraldo. Et là,
Voilà, c'est le seul point d'interrogation. Sur le reste, sur la présence enfin sur le niveau des clubs, des joueurs en présence, il n'y a pas de problème. C'est le PSG est favori, bien sûr. Oui, Aston est loin de la Ligue des Champions en termes de points en Première Ligue. Faut pas et se la jouer, le PSG est déjà champion au mois de mars, donc. Pour compléter ce que dit Guy, on peut se fier déjà aux mises en place de Luis Enrique. En effet, c'est Beraldo qui est bien placé pour faire la charnière avec Pacho, pour suppléer Marquinhos. Au milieu, a priori, on aurait Neves, Vitinha, Ruiz. C'est le Parisien qui le dit exactement. Et 4 joueurs pour 3 postes devant, Gvara, Doué, Dembélé, Barcola. Donc il y aura un malheureux, mais qui aura le rôle de super sub. Et on sait que dans ces matchs-là, ça devrait être Quarad, normalement. Oui, a priori. Il est peut-être d'un côté ou de l'autre, mais en effet, à chaque fois, il est plutôt en second choix qu'en premier. Ouais. Maxime, le PSG est favori, mais j'ai envie de dire attention. Attention aux vieux travers du PSG, attention aux anciens de Paris qui peuvent faire très mal. Attention à Martinez qui est difficile à passer. Et je vois bien un Asensio, un Rashford leur faire le coup, le Trafalgar. Des anciens, bien surtout sûr. avec un retour à Birmingham, ça va être compliqué. Il faut quand même préciser, Philippe, on parle des absents côté parisien. Il y a 2 absents majeurs côté Villa, c'est Malen et Garcia, qui sont pas inscrits sur la liste de Ligue des Champions parce qu'ils ont été recrutés cet hiver. Donc ils venaient de Dortmund et Levante. C'est tout le côté droit de Villa. Donc il faut aussi partir du principe que Villa va devoir inventer, créer, refaire des connexions. Et ces 2 joueurs qui sont en pleine bourre, donc Villa part avec un sacré handicap. Et pour parler des anciens et ce que disait Max, on aura Asensio a priori en 10. Oui. Alors moi j'ai une composition qui est anglaise également. Il y aurait déjà beaucoup de Français ou de francophones avec Disasi, Digne, Camara et Tielemans. Enfin Tielemans il est francophone, il est belge. J'avais Martinez, Disasi, Konsa, Mings, Digne en défense, Camara, Tielemans, Rogers, McGinn, Ramsey et Rashford. Lucas Digne, ancien parisien. C'est jouable. Laurent, est-ce que tu dirais que le PSG, c'est quand même les grands favoris de ce match, comme on le dit à peu près tous? Oui, et c'est même maintenant un des grands favoris de la Ligue des Champions. Parce que quand vous avez sorti Liverpool avec un match retour à Anfield, énorme. On fait forcément partie maintenant des favoris de la Ligue des Champions. Et si on joue à notre niveau, pour moi, il n'y a pas photo, honnêtement. Aston Villa, c'est pas Liverpool. Il y a un retour chez eux, mais on a bien gagné à Liverpool. À Anfield. Et puis je trouve que cette année, depuis le mois de janvier, on joue à l'extérieur comme à domicile. Il y a plus de, on ratait nos matchs, nos gros matchs avec ça faisait longtemps qu'on les gagnait pas. On avait perdu à Bayern, à Arsenal et tout. Oui. Et je trouve que maintenant, la philosophie d'Enrique elle a été bien comprise par les joueurs. Anfield, ce qui est comme un exploit, c'est qu'on prend quand même 0 but en 120 minutes. On prend pas de but en 120 minutes, alors que c'est quand même notre point faible. On prend souvent des buts et en 120 minutes, on prend pas de but. Et mis à part la deuxième mi-temps, les premières demi-heures de la deuxième mi-temps, on a été supérieur à Liverpool chez eux. Donc si on joue à notre niveau, c'est vrai que le cas Beraldo interroge, mais il suffit qu'on ait le ballon. Si on a le ballon, comme dit Enrique, on n'est pas en danger. Donc il faut qu'on ait le ballon, qu'on presse, et puis ça devrait le faire. Et puis moi je trouve que Dibu Martinez, on en fait des caisses. Comme disait Bernard Lama, c'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien extraordinaire. Emiliano Martinez. Ouais, mais s'il rentre dans la tête des attaquants de Paris, c'est compliqué derrière. Emiliano. On l'a bien vu sur la finale de la Coupe du Monde, à partir du moment où il rentre dans la tête des attaquants, c'est fini. Ouais, mais si on a un buteur, moi je suis désolé, t'as beau être un grand gardien, quand tu les mets... Le problème c'est que le PSG n'a pas de buteur, joue sans en tout cas. Dembélé, on peut pas un 9 attitré, mais le danger vient de partout, notamment de Dembélé. C'est quand même un buteur. Ouais. Maxime, c'est l'inverse, ton raisonnement est à prendre à l'inverse. Oui. C'est-à-dire que c'est un gardien pour avant-centre. À partir du moment où tu es en face à face avec un Colomboigny ou même, tu vois, un vrai numéro 9, il a plus de chances de gagner les duels. À partir du moment où tu as quelque chose de très élaboré, de très. Il faudrait qu'il rentre dans 3 têtes en même temps, ce serait très fort. Moi, je considère que cette année, Dembélé il a vraiment franchi un palier, c'est-à-dire qu'il est passé de joueur de couloir à joueur de couloir et buteur, avec un type qui s'est repiqué à la Thierry Henry, de l'autre côté comme il est gaucher, et de mettre des buts un peu dans toutes les positions, non? Vous êtes pas d'accord? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on va tous être d'accord, de toute façon, pour dire que Paris est favori de cette confrontation, mais attention à Villa. Villa, 7 victoires consécutives, qui a fait top 8 Ligue des Champions, donc qui s'est assuré sa propre qualification. Alors, qui a une belle victoire face au Bayern, 1-0, Leipzig qui a gagné 3-2. Mais qui a perdu contre Bruges également en phase de poule. Oui, donc, mais bon, qui a perdu contre Monaco. Philippe, j'ai envie de te dire, quand ils les ont affrontés après en 8e, ils leur ont mis 3-0, 3-1 à Bruges. C'est vrai. Tu vois, donc, non, mais il y a un match à jouer, de toute façon. Il y a bien une équipe en face. Il fallait qu'il y en ait une. Je suis bien d'accord. Villa, et par rapport au niveau de la. Faut pas les prendre à la légère, quoi. Non. Faut pas les enterrer trop vite.
C'est évident. Est-ce que finalement, une des chances du PSG, Laurent, c'est pas qu'avec toutes les qualifs perdues alors qu'elles étaient théoriquement gagnées, je pense à un match contre Manchester United au Parc des Princes après s'être imposé à Old Trafford, etc. Absolument. Le PSG s'est refait le cuir, on va dire, ou s'est fait le cuir parce qu'il n'en avait pas, et maintenant est capable de tenir face à des équipes, même quand les vents, les dieux du football sont pas très sympas. Ouais, je trouve que moi la peur elle a changé de camp, c'est-à-dire qu'avant effectivement on avait peur, ça se voyait quand je trouve qu'on avait peur. Enrique il a fait un lavage de cerveau aux joueurs. Il les a convaincus qu'ils pouvaient gagner n'importe où, quoi. Moi, je trouve que Enrique, là-dessus, psychologiquement... la preuve par City et par Liverpool. Je pense que, en plus, je crois qu'on a maintenant un psychologue au PSG qu'on n'avait pas avant, d'après ce que j'ai cru entendre. Et il s'appelle Nasser. Ouais. Campos. Il reste plus personne, en fait, de cette époque-là. On va dire des époques, des remontadas et tout. Il n'y a plus que Marquinhos. Il n'y a aucun joueur qui a connu ces déroutes. Et en plus, il reste le Parc des Princes. Heureusement, ils vont le quitter bientôt. Là, ils vont vraiment se quitter de tout ce qui incarnait la loose en Ligue des Champions. T'es d'accord avec ça, Laurent ? Ouais, mais moi, si on parle du Parc des Princes, j'adore le Parc des Princes, mais moi, je suis pas contre le quitter parce que au bout d'un moment, tous les grands clubs sont partis et si on veut évoluer, il faut peut-être passer à une étape supérieure. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais je suis très attaché à ce stade, comme tous les supporters du PSG. Mais au bout d'un moment, si la mairie veut rien faire pour aider le PSG, je fais un petit aparté. Là, j'ai entendu que Lens allait acheter son stade pour 40 millions d'euros. Donc la mairie est très intelligente, a réussi à bien s'entendre avec le club. Et au bout d'un moment, quand on est une ville, il faut quand même faire aussi pas des concessions, mais il faut aussi aider le club résident. Tu penses à Anne Hidalgo là peut-être, Laurent ? Non, il a prononcé le mot intelligent. J'étais resté au monde en mer, excuse-moi, je vais t'arrêter à la mer. Les Hidalgo dans le football, c'était plutôt Michel, et pas Anne. T'as raison. Oui, mais faut pas oublier que le coach en face, c'est aussi Unai Emery. Oui, qui connaît très bien le PSG. Qui connaît bien le PSG, qui connaît bien les remontadas également. Oui, c'est lui aussi, parce que c'est le coach de la remontada. De la remontada, parce que nous, on a tendance en France à avoir le côté un peu négatif. Mais je pense que sinon on craint, il faut quand même les respecter tout. Je pense qu'eux, s'ils sont pas sereins, quand ils voient les matchs qu'on fait en ce moment, comment on s'est imposé à Liverpool, etc., je pense que c'est plus eux qui ont à craindre le PSG que l'inverse. Même s'il faut respecter les adversaires, effectivement, et qui sont pas là par hasard non plus. Tu crois qu'ils ont tremblé en voyant PSG Angers ou pas ? Quand ? Tu crois qu'ils ont tremblé en voyant PSG Angers ce samedi ou pas ? Ouais, après Angers, c'était, je pense qu'ils ont géré quand même. C'est rarement dans la saison. J'ai vu ça rarement dans la saison parce qu'on est toujours plié au plancher. Mais je pense que Angers, on était déjà champion et puis on avait quand même ce match-là dans la tête, faut être honnête. Là, la Ligue des Champions maintenant va commencer à primer grandement sur le reste. Et ça fait quand même plusieurs matchs où il y a une différence d'implication entre le championnat, et il faut le reconnaître. Les premières mi-temps contre Saint-Etienne, contre Dunkerque n'ont pas été bonnes, je suis entièrement d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'aussi mauvaise entame de match. Et je pense mais pour une victoire ça commence à trotter dans la tête des joueurs, effectivement. Alors, on arrive au bout de ce module. Laurent, pronostic, vous, ce sera après C'est intéressant, sa dernière phrase est intéressante parce que si ce qu'on vient de dire là, c'est un tout petit doute qui commence à s'insinuer dans nos esprits. Mais c'est pas plus mal. Et c'est ce qui me fait penser que dans les réserves de Manu, il y a du vrai et il y a de la justesse parce que peut-être que ils sont pas forcément toujours au niveau à l'état de grâce Liverpool. De Liverpool au retour, ou même à l'aller, parce qu'à l'aller ils perdent, mais ils font quand même un match extraordinaire. La preuve qu'on peut perdre en jouant bien. Laurent, ton pronostic pour demain soir ? Moi je veux une victoire 3-1 de Paris. 3-1 pour Paris. Ah bah très bien. Allez, justement, merci beaucoup Laurent. Merci, on va Laurent. retrouver un autre supporter de Paris, Stéphane, qui lui sera au Parc des Princes demain soir et a priori à Birmingham la semaine prochaine. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat et Quentin Fredon. On va continuer de parler de PSG, Aston Villa de demain soir. Et c'est ton édito, Emmanuel. Est-ce que ce match contre Villa est un match piège ? Cette double confrontation face à Aston Villa, elle a de quoi inquiéter les supporters parisiens parce que tout laisse supposer que ce match face à Villa est un match piège. D'abord, il y a les retrouvailles avec les anciens. Unai Emery qui avait quitté le PSG sur le banc du PSG dans un climat, on rappelle, apocalyptique. Je pense qu'il aura à cœur Unai Emery de prendre sa revanche sur cette double confrontation. Marco Asensio également qui était en difficulté sous les couleurs du PSG et qui depuis son
prêt à Aston Villa, retrouve des couleurs, il est éblouissant. Même plus globalement que ça, j'ai l'impression que Paris souffre d'un mal commun à tous les clubs français. C'est celui d'assumer le statut de favori. Mais heureusement, je pense qu'il existe un remède pour le PSG. Ce remède, c'est Luis Enrique. Depuis le début de saison, Luis Enrique il donne l'impression d'être programmé pour aller au bout dans cette Ligue des Champions, pour la gagner. Et il a réussi, c'est le constat que je fais week-end après week-end, il a réussi à embarquer les joueurs avec lui dans cette croyance qu'on peut le faire. D'ailleurs, il l'a fait, Enrique, il l'a fait en 2015 avec le Barça. Et il a un peu ce rôle de guide auprès des joueurs. Les joueurs sont prêts à tout pour le suivre. Ils se disent, s'il l'a fait, on peut le faire tous ensemble. Et quelque part, j'ai envie de dire, pour gagner en Ligue des Champions, il faut à la fois gagner quand t'es outsider. Paris l'a fait face à Liverpool. Il faut aussi gagner quand t'es favori. Ce sera la marche à monter pour le PSG face à Aston Villa. Ils savent ce qu'il leur reste à faire. Mais j'ai envie d'être optimiste, de voir le verre à moitié plein, et je vois Paris se qualifier pour les quarts de finale, et pourquoi pas affronter le Real dans une demi-finale qui serait historique. Qu'est-ce que tu en penses, Guy ? 100% d'accord, rien à dire. T'as employé peut-être un mot un peu trop puissant pour qualifier le jeu d'Asensio depuis son retour, depuis son arrivée t'as dit qu'il était éblouissant. Il n'est pas éblouissant. Oui. Il est en confiance. Il a été mis en confiance. Il l'était pas avant. Juste là où t'as raison aussi, c'est que Emery était avec Luis Enrique, probablement l'entraîneur du PSG qui avait le projet le plus abouti, le plus construit dans sa tête. Il n'avait pas le CV de Luis Enrique, donc on lui a pas laissé le temps. Blanc, c'était léger, il gérait, c'était Ibra qui gérait le truc, et après il y a eu les stars, après il y a eu des gars qui n'étaient pas au niveau, qui n'avaient que des égos à gérer, et en fait Paris n'a eu vraiment que Unai Emery et Luis Enrique comme meneur de projet. Même Tuchel dit souvent que il était diplomate, quoi. Il était ministre des Affaires étrangères et pas entraîneur. Voilà, il gérait des égos. Donc là, méfions-nous de ça, méfions-nous du talent d'Emery qui a dû mettre en place, je pense, une organisation bien spécifique, parce que le truc, c'est que ce qui est magnifique avec le PSG, en tout cas en Champions League, c'est que les gars arrivent à des endroits où tu les attends pas. Ils surgissent avec des combinaisons, des mises en place qui ont été travaillées, incroyablement bossées. Donc, et ils ont suivi ces directives-là, ils les mettent, ils les appliquent, ils sont heureux de les appliquer. Ça, c'est le plus du PSG. Mais Emery le sait, évidemment, et il a dû travailler là-dessus. Et puis, il a une revanche à prendre, comme le disait Emmanuel. On a retrouvé Stéphane, supporter du PSG, qui sera au parc demain soir et a priori à Birmingham la semaine prochaine. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Alors, est-ce que tu penses, comme l'a dit l'édito d'Emmanuel, que ce match, ça peut être un piège, mais que quand même, théoriquement, ça devrait le faire? Écoutez, je rappellerai juste l'année dernière avec le PSG Dortmund, où on se voyait tous en finale avec le match retour au Parc des Princes. Oui. Et finalement, grosse déception. Donc j'ai tendance à penser que quand Paris est favori, Paris ne répond pas trop présent. Néanmoins, ça semble être une nouvelle année avec un entraîneur qui arrive à faire des choses exceptionnelles. Donc je suis quand même optimiste. Je me dis que à chaque fois qu'on est passé entre l'année dernière et cette année, les matchs retour étaient à l'extérieur. Je me rappelle de Barcelone, Liverpool cette année. Donc voilà, il y a des motifs d'espoir. Il y a des vrais motifs d'espoir. Est-ce que vous diriez, les gars, tiens, Guy, que PSG peut-être depuis la dernière saison meilleur à l'extérieur parfois qu'à domicile? L'an dernier, ils vont chercher leur qualification à Barcelone. Cette année, ils vont chercher leur qualification à Liverpool. Alors que c'est vrai, l'an dernier, ils ont perdu leur qualification à domicile contre le Bayern, que le Borussia Dortmund, alors qu'une finale de Ligue des Champions s'offrait à eux. Alors, à domicile, ils ont l'air moins bons contre les équipes de Ligue 1 parce que les mecs mettent le bus, forcément. Donc, voire même l'Airbus. Voilà, donc ça c'est toujours plus facile maintenant d'aller à l'extérieur, de jouer à l'extérieur pour une équipe comme ça. Et bizarrement, on vient de parler de mise en place d'un jeu vraiment très très au point, d'un fond de jeu très
très au point. Or, il y a énormément de buts à l'extérieur qui sont marqués sur des transitions, sur des attaques, des contre-attaques très rapides d'une équipe qui fait juste un contre-pressing et qui, en 3 passes, se retrouve de l'autre côté. C'est très étonnant. Mais avec des mecs comme Dembélé, c'est évidemment possible. C'est-à-dire qu'ils ont les 2 options de jeu. Même Maxime, qu'est-ce que tu en penses ? Emmanuel, pourquoi je t'appelle Emmanuel ? Je regarde Emmanuel et je l'appelle Maxime. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est une bonne question, Philippe. Paris, historiquement, est en Coupe d'Europe très fort à domicile. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement depuis le changement de règle sur les buts à l'extérieur. Il y a eu quand même un changement dans l'approche des matchs. Que ce soit, on parle pas que de Paris, d'une manière plus générale. On a l'impression que c'est ouvert, en fait, que domicile-extérieur, ça existe plus tant que ça. Alors, c'est vrai. Le but marqué qu'on prend chez soi est moins grave. T'as l'ambiance, t'as le 12e homme, t'as les habitudes, t'as plein de choses. Excuse-moi, je te coupe parce que on a oublié de parler de ça. L'ambiance à Villa, c'est pire. À Villa Park, c'est pire que Liverpool. Ouais. C'est pas du tout le même schéma, c'est pas le même truc, il y a Balnéo, Cologne, etc. Mais il y a une ambiance, paraît-il, un bruit, la configuration du stade. Enfin, il y a vraiment, c'est très, très impressionnant pour tous les gens qui y sont allés. Il nous dira ça. Mais tu sais, pour les joueurs, juste parce que du coup, je reprends. Pour les joueurs, j'ai l'impression que justement, l'atmosphère dans un stade, et peut-être, ça impacte moins les joueurs, on a l'impression, sur la nouvelle génération. Ils sont un peu dans leur bulle, c'est peut-être les coachs mentaux ou autres. Je suis d'accord avec toi, Guy, et notamment en tant que supporter, quand tu te déplaces à l'extérieur. Tu vois, j'étais au Vélodrome dimanche pour Marseille-Toulouse. Je me dis waouh, mais pour les joueurs, déjà pour les supporters, les joueurs marseillais, ça va être une pression, mais pour les joueurs à l'extérieur, qu'est-ce que ça doit être ? Mais j'ai l'impression, quand tu les vois, et en Ligue des Champions notamment, que ça les impacte moins qu'avant. Absolument. Et que quelque part, maintenant, c'est vraiment 2 manches, 50-50, aller-retour. On joue notre jeu, que ce soit un jeu défensif ou offensif, prise de risque ou sécure. On joue quelque part le même match à l'aller qu'au retour. Stéphane, je crois que tu seras demain soir au Parc des Princes et tu vas à Villa la semaine prochaine ? Oui, normalement je vais à Villa la semaine prochaine. Tu as beaucoup voyagé, toi, avec le PSG ? Non, pas spécialement, mais j'ai fait les Coupes du Monde, j'ai fait des choses comme ça. Mais l'année dernière, j'ai vu un match Liverpool-Chelsea à Liverpool. Et à vrai dire, j'ai vraiment été déçu par l'ambiance de Liverpool. Je m'attendais à une ambiance extraordinaire. Et hormis le chant qu'on connaît tous... You'll never walk alone. Ouais, exactement. Il y a pas une énorme ambiance. Je suis supporter parisien, ça me fait un peu mal de le dire, mais j'avais vu un Marseille-PSG au Vélodrome il y a 3 ans. Je peux vous dire que c'était autre chose. C'était vraiment autre chose. Donc, 100% d'accord. Je suis allé à Tottenham cette année. J'étais hyper déçu. T'étais à l'Arsenal, Guy ? Tottenham, pardon. Et Tottenham, voilà, le nouveau stade et tout ça. Mais l'ambiance, rien à voir avec Marseille. Hein. Pardon ? Tu cherchais en allant à Tottenham aussi, c'est pas là où... oui, d'accord, mais enfin, quand même, il y a les chants. On voit souvent des vidéos montrant les chants. Ils ont une capacité d'improvisation de chant comme ça en cours de match. Je pensais que j'allais m'amuser. Et vraiment, c'était pas drôle. C'est un problème des stades anglais qui sont maintenant très froids et qui sont gérés par des taux d'opérateurs. Faut voir Old Trafford aujourd'hui, c'est quasiment que des touristes qui viennent voir les matchs. Stéphane, vu ton prénom, tu dois être d'une génération dans les années 60-70 ? 71. 71, ouais, bon, ça va. Est-ce que, quelque part, pour nous, Liverpool, le match emblématique, c'était Liverpool-Saint-Etienne en 77, où le mot COP est rentré dans les esprits en France, parce que personne ne connaissait le mot COP avant ce match de mars 77. Est-ce que tu te dis pas, si tu as vu ce match à l'époque, que quelque part, ça a vraiment changé d'époque en termes d'ambiance dans les stades ? À l'époque, c'était des vrais fans de foot, des quartiers populaires souvent, et qu'aujourd'hui, vu le prix des places exorbitant, et on a un peu le même problème au Parc des Princes à mon avis, c'est devenu un sport où on va au spectacle, comme on va au concert de Mylène Farmer ou de Paul McCartney, mais qui a plus cette ferveur qu'il y avait avant. Oui, alors pour le Parc des Princes, c'est un peu moins vrai, parce que il est vrai que quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé, vous aviez un marché noir avec des places qui étaient avec des prix astronomiques. Aujourd'hui, on est arrivé sur une réalité de marché où vous pouvez trouver des places pour demain soir. Alors ça reste des sommes excessives, mais à 180, 200 euros, vous pouvez trouver une place. Ce qui est pas. Oui, mais Stéphane, moi, je connais un mec qui est prêt à donner 2 tranches de jambon pour Beraldo. Cru ou cuit ? Non, sérieusement, il a raison sur le problème de fond. Je ne sais pas si j'ai raconté ce truc-là à Manchester City.
famille anglaise, les dents niquées par la Guinness et tout ça. Enfin bon, tu vois bien les Guinness, c'est irlandais. Une caricature de famille anglaise hyper sympa. Là, au premier rang, j'étais au deuxième rang près du poteau de corner, à l'angle là, l'Etihad. Eh bien, à la mi-temps, ils vont chercher leur casse-dalle, ils reviennent, etc. Et les places étaient vraiment très chères. Il y avait les parents et 2 enfants. Et en fait, c'était des gars dont les places étaient payées par le club pour faire comment dirais-je, la claque. Non, pour faire couleur locale. Oui. Tu vois, c'est-à-dire vous avez l'anglais, puis vous avez un stade anglais, puis on vous met une famille anglaise en déco. Oui. Et ils avaient donc un abonnement gratuit à l'année. Ils avaient même le casse-dalle à la mi-temps. Et t'avais donc les tours opérateurs, les Japonais qui défilaient et puis qui faisaient des photos de la famille anglaise. Philippe, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, c'est intéressant parce que Stéphane voit ça comme quelque chose de bien en soi, que la veille on peut trouver des billets, mais c'est justement comme ça qu'en Angleterre ils ont lutté contre le hooliganisme, c'est en augmentant le prix des places. Et c'est ce qu'ils ont fait au PSG également, c'est en rendant le prix accessible sur les plateformes de vente et de revente où les prix gonflaient. Au final d'ailleurs Paris s'en mettait aussi un petit peu dans les poches au passage, et en effet c'est les touristes chinois et autres qui venaient et qui allaient dans ce stade-là. Donc en fait quelque part le meilleur moyen de lutter contre le hooliganisme, mais par ricochet aussi contre une ambiance festive dans un stade et qui s'est perdue, c'est d'augmenter le prix des places et de faire une sélection par le portefeuille. Quoi. Stéphane, est-ce que tu penses que le PSG de cette année est conçu pour aller encore plus loin que celui que l'an dernier qui a perdu en demi-finale, faut-il le rappeler? Moi, je pense que je le dis depuis le début, c'est un nouveau projet. Vous avez un milieu de terrain. J'ai joué au football, donc je sais combien c'est important. Vous avez une moyenne d'âge qui est très faible. Oui. C'est l'une des plus jeunes équipes. Je pense que moi, je vise, si on doit avoir ce Graal dans 2-3 ans. Aujourd'hui, je prends ça pour du bonus. Si on va au bout, on va au bout. Derrière, il y aura un morceau qui sera soit le Real, soit Arsenal. Et puis en finale, je trouve que c'est une équipe vraiment talentueuse, mais encore assez jeune. Et comme on le dit en Angleterre sur le Money Time, on ne sait pas, un quart, un demi, il reste 10 minutes. Est-ce qu'ils vont avoir... je veux dire le mental pour je peux pas répondre à cette question. J'aimerais répondre par affirmative, mais ça reste très jeune, ça reste des joueurs très jeunes. Barcola c'est jeune, Neves c'est jeune au milieu de terrain, donc c'est le seul point qui m'inquiète un peu. On peut avoir une folie, mais la folie de la jeunesse, mais aussi par moment le manque d'expérience. Pour donner le moral à tout le monde, quand on voit leur sang-froid sur la série de tirs au but à Liverpool, 100% de réussite et les mecs ils y vont mais sans hésiter, je pense que ça, on se dit que même dans le Money Time, ça a ce qu'il faut pour passer, non, Guy? Non, moi je suis assez d'accord avec Stéphane. Je pense que, et même dans les faits de jeu, l'arbitrage, les choses, tu vois, des choses légèrement qui font basculer un match. Pas forcément une triche évidente, mais voilà, des petites choses qui font basculer. Bon, et là-dessus, ils se feront toujours avoir par le Real. C'est clair que le Real, l'arbitrage, ils sont vraiment défavorisés. Mais pas seulement sur l'arbitrage, mais tu vois, sur tous les trucs, ça s'appelle l'expérience aussi, et ça, c'est pas directement lié au talent, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est un mélange des deux, parce que tu vois, pour rebondir sur ce que dit Guy, l'Atlético, c'est l'exemple même de cette roublardise, cette expérience, se faire dégoupiller l'adversaire. L'Atlético n'arrive pas pour autant à gagner, donc il faut sans doute les deux. Ouais, mais il y a aussi un niveau de qualité de joueur qui est très élevé, l'Atlético. Oui, enfin, qui est très élevé à Paris. Oui, non, bien sûr, c'est pour ça que je te dis c'est un équilibre des deux. En fait, il faut avoir ce talent qu'à Paris et un peu cette roublardise dans les moments clés, quoi. Pronostic pour demain soir. Alors, Laurent disait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Stéphane? 2-0. Pour Paris? Guy? Oui, pour Paris, bien sûr. 2-0. Oui, Emmanuel? J'aurais dit 2-0, donc par esprit de contradiction, je vais dire 3-0. Maxime? Je dis 0-0 pour demain soir. Pas optimiste. 3-0 moi. 3-0? Absolument. Et moi je verrais bien un 3-1. Parce que je sais pas, avec Beraldo, je pense qu'ils vont prendre un but. C'est pour faire plaisir à Guy. T'es d'accord, Guy? Il est capable de faire un bon match. Pour donner tort à Guy, il va faire un grand match. Et c'est là où il fait un match en défense sensationnel. Et là, Guy... Guy, est-ce que tu t'engages à faire une chronique mardi prochain, un édito, si Beraldo fait un grand match?
Je me fais tatouer Veraldo sur de la poitrine. Voilà. Attention parce que ça va sortir. Un tatouage qui s'en va quand même, mais je vous le montrerai la semaine prochaine. Nous cherchons un tatoueur avec un tatouage éphémère au 0826 300 300. Merci beaucoup Stéphane. Merci, et puis bon Stéphane. match demain soir. On verra éventuellement pour t'appeler quand tu seras à Villa. Ça peut être pas mal depuis le stade. Hein. Avec grand plaisir. Envoyé spécial, Stéphane. Envoyé spécial. Birmingham, grande ville. Grande ville, oui. Absolument. Jean-Claude. Allez, tout de suite, on retrouve Bastien Aubert pour le But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Bastien. Salut à tous les amis. Salut Bastien. Alors, on va parler de la course à la Ligue des Champions qui est quand même incroyable. Quand on regarde, il y a 6 équipes en 5 points et évidemment, le But Football Club en parle. Ben écoute, c'est effectivement comme tu dis, on n'a plus de suspense au niveau du titre de champion, évidemment, donc il fallait bien se rabattre sur autre chose, mais c'est très intéressant, comme tu l'as dit, 6 équipes en 5 points, c'est quasiment du jamais vu, et puis surtout beaucoup de confrontations qui vont arriver dès ce week-end d'ailleurs, avec notamment Strasbourg-Nice et Monaco-Marseille, donc ça risque d'être très intéressant dès ce week-end, donc ça va être très intéressant à suivre, effectivement. Ouais. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de confrontations. Il y a Monaco-Marseille et Strasbourg-Nice cette journée. La journée suivante, il y a Monaco-Strasbourg. Bon, la journée suivante, il n'y a pas de choc. La journée suivante, il y a Lille-Marseille. Ensuite, il y a Monaco-Lyon. Et la dernière journée, il n'y a pas de choc. Est-ce que ça va se jouer en gros dans ces chocs entre équipes où là, on va prendre le point qui fait la différence ou les 3 points qui font la différence? C'est sûr, et même si tu regardes le classement de ce week-end avec Strasbourg et Lyon qui gagnent, du coup ça met Nice 6e, Lille 7e, Strasbourg qui prend la 4e place, Lyon la 5e. En fait, ils se tiennent tous en moins de 3 points. En moins de 3 points. Donc en fait, il suffit et notamment dans une confrontation directe, tu peux prendre la place de ton adversaire du soir ou la perdre. Donc évidemment que notamment là, le Monaco-Marseille de samedi à 17h, il va être super important. Et Marseille aura également un match face à Lille. Donc je pense que ces 2 matchs-là, Marseille, il ne faudra pas se rater. Et déjà, le déplacement à Monaco peut donner le tempo de la fin de saison pour l'OM. Guy ? Oui, c'est effectivement, tout peut basculer, ne serait-ce que samedi soir avec... Monaco-Marseille et Strasbourg-Nice, c'est du lourd là. Et... Voilà, et dimanche, Lyon peut encore avoir une chance. C'est là qu'on verra. Je parle de Lyon, ça paraît mineur, mais c'est dramatique ce qui peut se passer. Oui. Ça veut dire c'est soit la Coupe d'Europe, soit la relégation, administrative ou voilà, l'angoisse en tout cas de c'est même ça. La Ligue des Champions. En plus de la Coupe d'Europe. Oui, voilà, c'est ça, la Ligue des Champions. Et puis sur le bas du tableau, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a tellement de choses à dire sur ce. Maxime, un mot sur ce haut de tableau. Qui est-ce que tu sens aller le plus haut possible? Moi, je vois bien, malgré sa contre-performance de ce week-end, Monaco prendre la 2e place. Et la surprise Strasbourg, tiens. Strasbourg. Quentin, qui travaille très bien avec d'anciens Bordelais, évidemment. Je vois bien Monaco et Lyon sur le podium. Monaco et Lyon sur le podium. Oui, il a raison, Maxime, sur Strasbourg. C'est vraiment la surprise du chef. Il joue, on a parlé déjà, du prêt, etc., y compris du gardien. On avait oublié, le gardien également a été prêté par Chelsea, on l'avait oublié la semaine dernière. Mais effectivement, là, ça peut être une place prise d'office. Ils reçoivent Nice. C'est un match qui va être très important. 6 points, ça. C'est un match. Comme Monaco-Marseille, c'est les 2 matchs de samedi à 6 points. Vas-y, Guy. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer à Monaco, va nous donner une valeur précise du niveau de l'OM. Et ça va être déterminant. S'ils arrivent à faire une performance à Monaco, non seulement au point de vue du classement, ça va être important, mais surtout, ça va nous donner des certitudes, parce que c'est incroyable, mais on a, pour l'instant, malgré ce qui s'est passé dimanche, moi, j'ai aucune certitude sur le jeu de Marseille. Après, à Monaco, c'est comme si c'était un match à domicile pour Marseille, il faut le dire. Il y a plus de supporters faussacs. C'est vrai. Tu es d'accord que c'est le gros... Alors, il y a Strasbourg-Nice, mais Monaco-Marseille, on va apprendre beaucoup de choses, Bastien, c'est samedi soir.
Ouais, moi j'aimerais un petit peu globaliser, si vous voulez bien, ce déblage final, parce qu'on sait qu'il peut aussi se jouer sur trois éléments qui sont importants. Le premier pour moi, c'est le calendrier. Donc à ce niveau-là, je trouve que Lyon a un calendrier assez compliqué par rapport à ses concurrents directs. Alors je vais donner le programme de Lyon, si tu veux. Lyon va à Auxerre. Ensuite, Lyon Lyon va à Saint-Étienne. Bon là, c'est un duel, mais théoriquement, c'est plutôt Lyon qui est favori. Ensuite, Lyon reçoit Rennes. Lyon reçoit Lens. Lyon va à Monaco. Là, c'est compliqué. Pour la dernière journée, Lyon recevra Angers. Voilà. Ouais, je trouve que le calendrier est pas forcément simple. Alors tu l'as souligné, il y a un petit derby qui va arriver contre Saint-Etienne. Théoriquement, sur le papier, Lyon est largement favori. Mais on sait très bien que le derby rebat un petit peu toujours les cartes. Et surtout que Saint-Etienne joue sa peau. Et surtout, effectivement, que Saint-Etienne joue surtout leur honneur. Leur peau, elle est jouée déjà. Oui. Mais là, ils vont jouer leur honneur. C'est encore, ça va être encore plus déterminant. C'est encore autre chose aussi. Et du coup, il y a deux autres éléments pour moi qui vont être très importants. Vous savez, on a quand même l'habitude de voir un petit peu les fins de saison comme ça, un petit peu au couteau. Je trouve que la dynamique est évidemment quelque chose d'important. Je rejoins Guy sur le côté Strasbourg. Je pense qu'ils sont sur la meilleure dynamique. Ils ont un groupe frais. Ils me semblent très frais. Ils ont quelques joueurs qui sortent un petit peu du lot. Emega, Bakwa et notamment effectivement très bien souligné le gardien. Et il y a un dernier détail qui pour moi fait la différence dans tous les sprints finaux, c'est les équipes qui ont des individualités. Voilà, donc je pense que Marseille, justement, il y a beaucoup d'incertitudes, je suis d'accord avec vous, on a vu le match tous contre Toulouse, très compliqué, mais il y a quand même un joueur qui sort du lot dans cette équipe, c'est Rabiot, et je pense qu'il pourrait potentiellement tirer cette équipe vers le haut, en tout cas je le souhaite. Ben moi je suis pas d'accord avec vous sur Strasbourg, je suis comme vous, je suis emballé par ce que fait Strasbourg, mais franchement pour les avoir beaucoup regardés, on les a tous beaucoup regardés, Strasbourg souvent c'est une mi-temps sur deux. Quand la mi-temps se passe très bien et ça leur permet d'avoir un matelas qui leur permet de baisser de pied derrière, mais je trouve que cette équipe manque de constance. Alors elle a des moments sublimes, elle a des moments de grâce collectivement, il se passe des choses magnifiques, il y a plein d'individualités super intéressantes, mais moi je vois pas Strasbourg dans le top 4. On rappelle 1, 2, 3 Ligue des Champions direct, 4 tours préliminaires, donc il faut être dans le top 4 pour viser la Ligue des Champions. Et est-ce que vous voulez que je vous donne le calendrier de Strasbourg? Strasbourg reçoit Nice, c'est-à-dire un match qui vaut cher. Strasbourg va à Monaco, un match qui vaut cher. Strasbourg reçoit Saint-Etienne. Là, théoriquement, Strasbourg est nettement favori. Strasbourg reçoit le Paris Saint-Germain à la 32e journée. Et Strasbourg, enfin, va à Angers et recevra le Havre pour les deux derniers matchs. Voilà. Ouais. Et donc, moi, je vois Strasbourg un petit peu, justement, sur le manque d'expérience, craquer un petit peu. Alors, craquer, c'est bien, hein, parce que si t'es dans le top 7, t'es quand même européen, donc c'est un craquage acceptable. Mais j'imagine bien Marseille terminer deuxième, ou Monaco, je vois Marseille et Monaco batailler pour la deuxième et la troisième place, et Lille qui est septième, là, qui a fait la mauvaise opération en perdant à Lyon ce week-end. J'imagine bien Lille être la quatrième équipe, rentrer dans le top 4, et après Nice, Lyon, Strasbourg Lille est sur une mauvaise dynamique quand même. Lille est sur une très bonne dynamique. J'y crois. Avec un Genesio peut-être sur le départ. Lille, c'est l'anti-Strasbourg, c'est-à-dire que Strasbourg, ils ont une joie de jouer. Ça va leur permettre. Moi, je pense ce qui va faire la différence, c'est le stress, le poids du stress, le poids de ce qu'il y a à gérer. Et Strasbourg est complètement libéré. Ils en ont rien à foutre. Ils jouent, ils ont une joie de jouer et ils ont pas de pression. À la limite, on leur demande rien. Je pense que d'autres clubs, tu viens de citer Lille, c'est l'inverse. À Lille, on sent un stress, on sent une incertitude. Pas très bon en ce moment. On parlait la semaine dernière de Monaco et de Nice en disant c'est un peu des sables mouvants. Lille, c'est une équipe sable mouvant, quoi. C'est ça. L'élimination contre Dortmund a fait beaucoup de mal au groupe, j'ai l'impression. L'élimination a foutu un coup sur la carafe à l'équipe. Vous n'avez pas à rougir, pourtant. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Bastien? Ouais, je suis assez d'accord avec vous sur Lille. Je pense qu'ils n'arrivent pas à retrouver un second souffle. Et ça se voit depuis quelques matchs. Strasbourg, je miserais moyennement sur également parce que je pense qu'il manque d'expérience. Alors, la dynamique, elle est bonne, on a dit. Mais niveau expérience, c'est compliqué. Moi, je les avais vus en début de saison contre justement Saint-Etienne qui vont recevoir sur la phase retour dans quelques temps. Ils étaient complètement passés au travers. Donc, je rejoins Emmanuel sur le fait qu'ils puissent passer au travers d'une mi-temps sur deux, voire sur un match complet. Et voilà, pardon, allez-y. Oui, non, juste ce qui est important dans ces sprints
dans le sprint final. On peut voir l'historique récente. On sait que Monaco, ça finit toujours sur un très gros sprint. Lyon l'a montré l'an dernier. Ils ont aussi cette culture-là. Donc, faut pas exclure aussi que Lyon, notamment, t'as raison, Guy, au-delà du contexte, il y a le contexte qui fait que Lyon a besoin de cette Ligue des Champions. Mais Lyon a aussi l'habitude des sprints réussis. Donc, faut pas exclure un Lyon qui arrive à s'immiscer à la 4e place. Oui, juste, je le redis, hein, Philippe. Si Paris gagne la Ligue des Champions, la 4e place devient qualificative en tour préliminaire. Donc, elle est essentielle, cette 4e place. Si j'étais méchant, je dirais que pour faire un sprint, il faut quand même pouvoir courir. Lacazette, Matic, Tessman m'en ont pas, semble-t-il, les possibilités. Ah non, là, en ce moment, le lièvre et la tortue. C'est terrible de devoir dire ça de Lacazette. J'ai honte de dire ça, mais c'est triste. Est-ce que pour toi, Bastien, vas-y. Et après, j'ai une question. Il faut pas oublier non plus, pour rejoindre Guy, que Lyon, ils viennent de perdre Malik Fofana et Ernest Nouama, qui étaient clairement relancés par Paulo Fonseca, et au niveau attaque, ça risque d'être un petit peu tendu sur la fin de saison du côté lyonnais. Mais est-ce que Lyon n'a pas un handicap par rapport aux autres équipes? C'est qu'il a la Ligue Europa à jouer, que évidemment il va s'accrocher, parce que sortir Manchester United, ce serait très bien. Et quand on voit le tableau, on se dit que pourquoi pas une finale de Coupe de Ligue Europa. Est-ce que ça va jouer ou pas pour toi, Bastien? Complètement. Honnêtement, je fais. Parce que tu peux pas lâcher la Ligue Europa. Les clubs français l'ont trop fait, mais tu vas pas lâcher contre Manchester United en quart de finale. Oui, complètement. En plus, Lyon, ils ont quand même, il faut le reconnaître. Moi, je suis Marseillais, mais je dois reconnaître une culture européenne assez développée chez nos amis lyonnais. Ça plaira à mon collègue Alexandre Corbos qui nous écoute. Oui, qui est supporter de l'OL, qu'on salue, Alexandre. C'est vrai. Exactement. Donc, du coup, effectivement, ça risque de trotter dans les têtes. Ça serait tout à fait logique, parce que si on peut taper Manchester United d'ici la fin de la saison, je pense qu'ils prendront un petit peu. Alors après, effectivement, ils risquent de perdre un petit peu d'influx nerveux et de physique dans ces doubles confrontations. Mais oui, effectivement, ça risque d'être un élément. Après, si Lyon gagne la Ligue Europa, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Oui, exactement. Je voudrais le dire avec un minimum de délicatesse, mais putain, faites jouer Cherki. Oui. Il faudrait au moins, c'est incroyable. Tu as vu encore là ce dernier match, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait subir à ce type-là, que ce soit en équipe de France ou à Lyon d'ailleurs, depuis dès qu'il entre, il illumine, il éclaire le jeu. Donc s'ils veulent avoir une chance, faites jouer Cherki. Je t'ai trouvé très délicat, Guy. Oui, j'allais dire putain de merde. Il y en a qui n'auraient pas hésité. Des mecs vulgaires. Tu vois. C'est vrai. Non, mais tu l'as annoncé, t'as tenu ta promesse. Mais tu sais, c'est l'éternelle question. Et je trouve que c'est en train de changer. Est-ce que tu peux jouer sur deux tableaux? Moi, je vois, et c'est ce que j'ai l'impression, et Maxime en parlait avec Lille, que Lille, le parcours en Ligue des Champions, les a portés en championnat. Je pense que si Lyon fait un parcours, notamment en battant Manchester, mais fait un parcours en Ligue Europa, ça peut être un moteur aussi pour la Ligue 1. Oui. Ce qui est le cas partout, quasiment partout en Europe depuis très longtemps, et j'ai l'impression que c'est en train de changer un petit peu en France sur. Regarde Brest. Brest, exactement. Brest, ça va être un moteur aussi. Mais je vais vous dire une chose. On va rajeunir de 21 ans, mais rappelez-vous, en 2004, on a Monaco finaliste de Ligue des Champions contre Porto et l'OM finaliste de la Ligue Europa contre Valence. Oui. Et je me dis que cette année, pourquoi pas le PSG et Lyon en finale? Vous croyez pas? On espère surtout, on croit. Non mais franchement, je le sens bien. Ça te rappelle il y a 21 ans. Vas-y, tu veux faire une psychanalyse? Raconte-nous. Allonge-toi et raconte-nous. T'étais où il y a 21 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais dans les bras de qui quand tu as vu cette finale de Lyon? Si je veux nous ramener sur terre, les deux finales sont perdues, je crois. Oui, les deux finales. Et sans mettre un but, 3-0 et 2-0. Philippe, ce qu'il veut, c'est des finales. Il veut pas qu'il gagne. Non. Je vais faire des finales 82, c'est que. Donc t'as pas conclu quoi ce soir-là. Non, mais c'est un peu le côté pas Laurent Blanc mais Michel Blanc, on est d'accord. Oui, mais c'est vrai, je sais pas, je le sens. Est-ce que c'est ma psychanalyse, les gars, vous êtes d'accord ou pas? Bon, on n'a pas vécu la même soirée que toi à Valence en 2004. Moi, j'étais pas au bord de la plage de Valence en 2004, donc j'ai pas eu ton coup de foudre hispanique. Non, mais écoute, je le souhaite. Lyon, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. On en revenait sur l'effectif, je pense qu'il manque de profondeur malgré tout pour en termes de qualité pour gagner l'Europa League, une Coupe d'Europe, même si c'est l'Europa League, ça se gagne. Paris, je vois plus Paris aller au bout que Lyon. Allez, merci à tous. Merci à notre ami Bastien Aubert du But Football Club. Merci Guy Carlier. Merci Emmanuel Galasso, Maxime Sénat, Quentin Fredon. Tout demain, vous retrouvez Tonton Maurizio à 20h. Et il y aura évidemment PSG, Aston Villa. Énorme. Et ce soir, 2 autres gros matchs. Tout de suite, les clés d'une vie. C'est une grande tenniswoman, Catherine Tanvier, que reçoit notre ami Jacques Pessis. À demain, 17h, avec Cécile de Bénibus dans Les Vraies Voix.